Bien, et bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc merci d'être venus. J'ai presque envie de dire si nombreux, parce que lorsque nous avons organisé notre première conférence, je crois qu'il y avait 15 personnes dans la salle, donc c'est déjà mieux, c'est déjà un succès pour nous. Et je voulais aussi remercier tout de suite la mairie de Périgueux pour la mise à disposition gracieuse de cette salle, qui est magnifique et qui est confortable. Pour continuer dans les remerciements, je vais aussi remercier notre orateur bénévole de nous proposer cette conférence sur l'avenir de nos forêts. C'est un sujet qui est tout à fait d'actualité et sur lequel il y a urgence de se pencher, compte tenu du contexte toujours plus délétère et plus inquiétant dans lequel nous nous enfonçons. On ne va pas vous casser le moral toute la soirée, parce que Alexis nous apporte aussi des solutions d'avenir. Mais c'est important quand même d'avoir le contexte à l'esprit. Donc on commencera cette soirée par la conférence d'Alexis Ducousseau, que je vais vous présenter après. Conférence dont vous voyez le titre s'afficher à l'écran. Et nous poursuivrons par un temps d'échange et de débat. Alexis Ducousseau est ingénieur de recherche à l'INRAE Bordeaux-Aquitaine. Il est titulaire d'un doctorat de génétique et de biologie des populations végétales. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un scientifique qui ne se contente pas d'élaborer des théories en laboratoire. Il met en pratique les résultats de ses recherches dans sa gestion d'une forêt de 68 hectares, où il applique des techniques innovantes pour restaurer et préserver la biodiversité. Il est également membre du directoire de forêt de France Nature Environnement. Un invité de choix, donc, pour notre association, qui veille toujours à appuyer ses discours sur des données scientifiques et non sur des opinions ou des expériences qui ne seraient pas forcément reproductibles. Je lui laisse donc la parole et vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir, donc le sujet de ce soir c'est la génétique évolutive. Je vais essayer d'éviter trop le vocabulaire complexe, les formules mathématiques, sachant que l'Assemblée commence à l'âge de 4 ans, donc il faut parler à tout le monde. Ah. Voilà, ça y est. Donc, l'exposé, je vais commencer par un certain nombre de définitions pour poser les bases et bien comprendre l'exposé. Après ça, on va voir les processus évolutifs, les conséquences évolutives et le cas de l'hybridation. Et puis après ça, on va voir des actions que l'on peut conduire pour favoriser un épanouissement d'une forêt qui s'épanouit en utilisant tous les mécanismes génétiques. Et on finira par une petite conclusion rapide. Donc, on arrive sur un dossier extrêmement compliqué au niveau de la vie et de l'écologie. Donc, on est sur une complexité incroyable. Si vous voulez, par exemple, si on fait un parallèle avec la physique, au niveau de l'univers, Albert Einstein, qu'on voit ici, a sorti la relativité restreinte en 1905 et la relativité généralisée en 1915. Donc là, on avait un formalisme mathématique qui permettait de comprendre l'univers. Si on passe à la physique quantique, au niveau de l'atome et de la particule, les premières théories sont sorties avec les quanta, avec Planck, en 1900. En écologie, on est au XXIe siècle et on n'a pas encore ce type de théorie. Et donc, on est encore très loin de comprendre comment marche la vie et la nature. Et une des exemples de la complexité, c'est les interactions biotiques, où 1 plus 1 ne font pas 2. Quand vous mettez un chêne avec du cèpe, donc une mycorhize, vous avez 1 plus 1, mais ça ne fait pas quelque chose d'aussi simple. Le cèpe peut se développer, le chêne poussera bien mieux, et donc si vous voulez, vous aurez plus que 2. Donc voilà un des simples exemples pour vous montrer que l'écologie est quelque chose de très compliqué. Et modéliser les interactions est quelque chose d'extrêmement complexe. Si vous avez touché un peu aux statistiques, vous allez savoir que les interactions, c'est vraiment compliqué. Alors, la génétique évolutive, c'est une science qui étudie les mécanismes qui modifient la composition génétique des populations et des espèces au cours du temps. Donc, c'est quelque chose de dynamique.
Alors, si on fait une brève histoire de la génétique et l'évolutive, on va voir le darwinisme, les lois de Mendel et le paradoxe de la reine rouge avec Lake van Valen. Donc, au niveau de la génétique évolutive, Darwin a introduit une révolution avec son livre L'origine des espèces qui est sorti en 1859. Et là, il a proposé une théorie sur l'apparition des espèces. Et là, on a commencé à comprendre qu'une espèce n'était pas quelque chose de stable, que ça changeait en permanence et qu'on commençait à toucher la complexité du vivant. Donc c'était vraiment une révolution intellectuelle et Darwin, à ses théories, marche toujours et vous allez le voir on a fortement progressé dans les connaissances du darwinisme. Alors on verra aussi à un moment que les théories de Darwin ont été fortement détournées au profit de projets sociaux qui ne sont pas toujours très agréables. Alors, deuxième révolution, c'est Mendel, un moine tchèque qui vivait dans le monastère de Brno. Et lui, il a compris comment se transmettaient les caractères génétiques. Il est contemporain de Darwin. Quand j'avais été, je suis allé dans sa bibliothèque et j'ai fouillé justement s'il y avait l'origine des espèces et j'ai trouvé l'origine des espèces. Donc, Mendel a pu avoir connaissance des travaux de Darwin. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, là, je ne vais pas développer beaucoup plus, mais voici, vous avez le père, la mère, et voilà ce que ça donne dans la descendance. Donc voilà ce que c'est les lois de Mendel de manière très rapide. Alors maintenant, on va arriver dans une époque beaucoup plus récente, on est en 1970, et Lake van Valen a réfléchi sur l'évolution et a travaillé notamment sur les chaînes. Et il a compris qu'il fallait évoluer pour rester adapté, donc rester sur place. Et donc, il a compris qu'il fallait une évolution permanente pour que le système soit stable. Il faut que le système soit instable pour qu'il soit stable. Donc là, on commence à comprendre que ça devient compliqué, et si vous n'avez pas compris ça, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé, par exemple, avec le Covid. Alors, si vous voulez, on sait que la diversité génétique aux conditions futures n'existe pas, et qu'il va falloir courir sur place comme Alice au Pays des Merveilles pour pouvoir se maintenir. Donc si vous voulez, je vais vous donner un exemple de paradoxe de la Reine Rouge, c'est la relation hôte et parasite. Donc une bactérie, un virus attaque son hôte. Son hôte, au cours du temps, va évoluer et va les génotypes qui résistent vont être favorisés, et le parasite va essayer de contourner ces résistances en permanence. Donc si vous voulez, avec cette évolution en permanence de l'hôte et du parasite, on arrive sur des systèmes à l'équilibre et stables. C'est ça le paradoxe de la Reine Rouge. Et donc ça s'appelle le paradoxe de la Reine Rouge, en référence au roman Alice au Pays des Merveilles, où la Reine Rouge court et reste sur place. Alors, on va regarder, on a un caractère, par exemple, qui va de 1 à 7, à 19, et le nombre d'individus. Donc on a un optimum ici, et l'optimum est ici. Mais il vaut mieux avoir, par exemple, cette taille-là, et donc l'évolution va favoriser les individus de plus en plus grands pour aller ici. Mais ça veut dire que la génération d'aujourd'hui n'est pas adaptée, parce que l'optimum est là. Donc, ça va évoluer petit à petit, et de génération va s'approcher. Mais cet optimum va petit à petit se décaler et continuer à avancer. Et donc, il faudra que vous êtes toujours en retard. Donc, ça explique pourquoi une population locale, contrairement à ce qui est dit, n'est pas toujours adaptée. Elle est toujours en train de poursuivre son optimum au niveau adaptation génétique. Donc si on continue, eh ben, cet optimum continue à se déplacer et on a cette course en permanence
pour aller vers un système optimum. Donc maintenant, on va regarder la génétique évolutive. Il y a différentes branches, la génétique mendélienne de Mendel, l'on a vu tout à l'heure, la génétique biométrique auquel on peut rattacher Darwin, et puis la génétique moléculaire. Et on voit ici l'évolution dans le temps. Donc, au début du XXe siècle, la génétique quantitative et la génétique mendélienne se sont rejoints et donc ont formé la génétique quantitative. D'autres types de génétique, comme la génomique de prédiction ou la cartographie, sont petit à petit apparus. Donc, la cartographie, c'est de faire la carte du génome, savoir connaître la séquence et la position des gènes, et la génétique moléculaire. Et depuis 2015, on connaît vraiment une révolution parce que tous ces types de génétique ont fusionné. Donc on a actuellement une vraie révolution cognitive au niveau de la génétique. Alors, on va passer sur d'autres définitions, c'est sur la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est toutes les formes d'organisation du vivant avec les interactions. Donc toujours ces interactions. Alors, on reconnaît généralement 3 niveaux dans la biodiversité. Un niveau écosystème, donc c'est l'assemblage des espèces, c'est les paysages. Le niveau espèce, donc ça c'est les 2 niveaux les plus connus. Et il y en a un qui est un peu oublié, c'est la diversité génétique. Là, on a 2 exemples. Ici, on a une population de chêne sessile précoce qui est hongroise, et ici, une population tardive qui vient de la forêt de Fontainebleau. Et ici, on a la forêt d'Irati au printemps, et on voit des hêtres qui sont très précoces et d'autres tardifs. Et ça, c'est aussi de la diversité génétique. Donc, vous voyez, la diversité génétique, on peut le voir à l'œil nu. Donc, maintenant, on va passer sur une autre définition, qui est la définition de la niche écologique. Donc, la niche écologique, c'est la position occupée par un organisme, une population, ou plus généralement une espèce, dans un écosystème. C'est la somme des conditions nécessaires à la survie d'une espèce, d'un individu, d'une population. Et ça a été très bien défini par Hutchinson en 1959. Et lui, il l'a représenté de manière très simple avec des espaces vectoriels, donc avec des vecteurs, des flèches dans tous les sens, avec un espace à n dimensions. Et pour chaque paramètre écologique, comme la pluviométrie, la température, il y a un axe. Donc, il y a des paramètres physico-chimiques dans lesquels évoluent les organismes. Et ça, c'est en général quelque chose qui commence à être bien comprise, mais c'est pas encore évident. Donc, en réalité, c'est le climat et les conditions de sol. C'est pas toujours bien compris parce que, en tant que forestier, dans les années 80, on m'a fait faire des bêtises en me conseillant sur des plantations au niveau niche écologique. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui commence à être saisi, mais difficilement. Et ce qu'on oublie très fréquemment, c'est la dimension biotique dans la niche écologique. Un arbre, par exemple, puisqu'on parle de la forêt, ne peut pas vivre tout seul s'il n'a pas toutes les symbioses, par exemple, au niveau des racines. Il ne peut pas s'alimenter en eau, il ne peut pas s'alimenter au niveau minéral, et il ne peut pas modifier le sol pour dissoudre les matières minérales. Donc, si vous voulez, il faut cette dimension biotique. Un arbre que vous installez sans ces symbioses, il n'arrivera pas à survivre. Donc, c'est un système, vous voyez, à plusieurs dimensions. Alors ici, par exemple, on a ce graphique de vecteurs. Donc, on a un groupe de vecteurs physico-chimiques au niveau des sols, le climat, qui va dépendre en partie du sol, et la biodiversité. Et après ça, ben, ça va être la température moyenne, ça va être la température minimale, ça va être la pluviométrie durant la saison de végétation, la pluviométrie annuelle. Et donc là, on se représente cela comme un espace à n dimensions. Alors, on parle de la niche écologique, et on va voir aussi l'aire de répartition.
Ici, on va prendre la niche écologique du charme. Ici, on a les sols très acides, ici les sols calcaires, ici les sols inondés en permanence en eau, ici les sols très secs. On voit qu'il a un optimum écologique dans des sols relativement bien alimentés en eau. Il n'aime pas les sols les plus pauvres ou les plus riches. Si on regarde... ah non, ça c'est l'exemple du chêne pédoclipère. Alors, si on regarde maintenant... donc là, c'est un exemple de niche écologique. Si on regarde l'aire de répartition du charme, donc qui est observé, donc là c'est une carte Forgène de répartition du charme, et la carte où le charme, on retrouve des conditions écologiques, climatiques, de sol et de climat favorables. Ben, on s'aperçoit qu'il y a des régions où le milieu est favorable et il est absent. Donc ici, on a la niche réalisée, et là, la niche fondamentale où peut être l'espèce. Alors ça s'explique, c'est que le charme, quand il est arrivé en Bretagne ou en Grande-Bretagne, lors de la recolonisation post-glaciaire, ces régions étaient déboisées, donc n'ayant plus de forêt, il ne pouvait plus passer. Donc il n'a pas recolonisé toute la Grande-Bretagne. Maintenant, on va passer à d'autres définitions sur l'ADN, ARN, gènes et allèles. L'ADN et l'ARN sont deux molécules qui supportent le message génétique. L'ADN, acide désoxyribonucléique, stocke le message génétique dans les noyaux et aussi dans les organites, comme les mitochondries ou le chloroplaste où a lieu la photosynthèse. L'ARN sert de transfert de ce message. Les gènes, c'est une unité de base qui code un caractère. Donc, un gène est une séquence de 4 lettres, A, T, G, C, et ça code pour une protéine. Ça peut être des protéines des enzymes ou des protéines de structure qui vont permettre de la construction de la cellule. Et un allèle, c'est une version variable d'un gène. Donc, vous avez une portion qui correspond à un gène, qui a une fonction, et il peut y avoir des variants. Et c'est heureusement qu'il y a ces variants, parce que par exemple, chez nous, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des yeux bleus, il y a des yeux marrons. Alors, l'ADN, on va le trouver dans le noyau de la cellule. Ça a une hérédité à la fois paternelle et maternelle. On va les trouver dans des organites. Et là, ça peut être transmis uniquement par le père ou par la mère. Par exemple, chez nous, les mitochondries sont transmises par la mère. Chez les chênes, la mitochondrie est transmise par le père et le chloroplaste est transmis par la mère. Donc c'est très intéressant en termes de généticien parce qu'on peut reconstruire l'histoire des chênes du côté paternel et du côté maternel. Donc ici, on va aller encore plus loin dans ces définitions. La diversité génétique, ça désigne l'ensemble des allèles, donc de ces variants au niveau d'un gène. La variabilité génétique, là, c'est sur des caractères quantitatifs. Par exemple, la hauteur. Donc, exemple, ici, on a l'ADN et on a la diversité génétique. Donc là, on a ce message G-A-G-T. Et là, on a l'individu qui a un variant différent, G-A-C-T. Donc ici, vous avez un changement d'une lettre. Donc c'est ça la diversité génétique. La variabilité génétique, et bien voilà, par exemple, la date de débourrement. Ici, une population précoce, une population tardive, donc c'est entre populations, et là, c'est entre individus d'une population. On va plus loin, alors là, on va pas aller beaucoup plus loin en termes de mathématiques que l'addition, parce que la génétique a un avantage dans les sciences de la vie, c'est que c'est vraiment la science la plus formalisée mathématiquement, donc la plus simple finalement à comprendre. Donc, on a le phénotype, vous me voyez là, à l'intérieur, il y a le génotype, mais j'ai été façonné autour de ma vie par l'environnement et par des interactions entre le génotype, donc ce que j'ai, et l'environnement. Donc, si on regarde les points forts de cette introduction, donc, on a défini la diversité et la variabilité génétique. Elle est présente à différentes échelles, de l'individu aux populations, au niveau de l'espèce. La transmission des caractères et du patrimoine génétique des parents aux descendants
il se fait par un rebrassage au niveau de la, ça s'appelle méiose, grâce à la sexualité. Et l'évolution, au niveau de l'évolution de génération, il faut courir pour rester sur place. C'est le paradoxe de la reine rouge. Donc, on parle de forêt, donc il y a quand même un certain nombre de particularités au niveau de la génétique forestière. Les arbres ont une génétique très, très élevée. Une séquence de chênes a une diversité 100 fois plus élevée qu'un homme. Si vous voulez, vous me mettez à côté d'un pygmée, je ressemble beaucoup plus au pygmée que deux chênes côte à côte dans la même forêt. Et c'est d'une magnitude énorme, de dizaines de milliers de fois. Il y a une vitesse d'évolution très rapide des populations, et ça c'est quelque chose de surprenant, or que la vitesse d'évolution des espèces est très lente. Il faut beaucoup de temps pour qu'une espèce apparaisse. Par contre, une population peut changer très très rapidement, et on le voit par exemple, le chêne rouge qui a été introduit d'Amérique a complètement divergé en Europe des populations européennes en 2-3 siècles. Des populations que l'on déplace à travers l'Europe vont donner quelque chose de très différent dans la génération suivante. Et ce sont des espèces qui ont évolué pour les relations avec la biodiversité. Donc, bon, je suis un fanat des chênes, mais si on prend le cas des chênes, maintenant on sait qu'il y a à peu près 43 000 gènes chez le chêne, 20 000 chez nous. Il y a au moins 20 000 gènes chez les chênes qui sont dédiés aux interactions biotiques, aux relations avec les autres espèces. Pour vous donner un peu une idée de l'importance des relations et des interactions biotiques chez les arbres. Alors maintenant, on va passer à voir tous les processus qui permettent l'évolution génétique, donc l'évolution des changements de la composition génétique de génération en génération. Alors on va commencer par l'épigénétique. Donc c'est un mécanisme qui modifie l'expression des gènes. Donc vous avez l'ADN, et quand cet ADN est lu, vous avez l'expression du gène. Mais autour de cet ADN, vous avez des protéines qui protègent l'ADN, qui s'appellent les histones. Et ces histones peuvent être reliées par des liaisons chimiques, ce qui s'appelle des méthylations. Et quand elles sont accrochées les unes aux autres par ces méthylations, l'ADN ne peut pas être lu. Et au contraire, si ces liaisons méthyles sont retirées, l'ADN peut être lu. Et cette méthylation dépend de l'environnement. Donc l'environnement va modifier l'expression du génome. Alors, on m'a déjà dit l'épigénétique c'est de gauche, la génétique c'est de droite. Non, c'est neutre. Voilà, donc, alors là on est sur un front de science. J'irai pas plus loin parce que c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Et d'ailleurs, l'épigénétique a été découverte par des généticiens forestiers, par Gregor Haas, qui est un généticien norvégien, un peu de manière fortuite. Il a fait des croisements, le même croisement contrôlé chez des épicéas en Norvège et en Allemagne, et il avait des résultats différents dans ses descendances. Alors au début, on a cru qu'il y avait un problème de manipulation, ça a été refait plusieurs fois, on s'est posé des questions sur génétique, etc. C'était un mystère pendant presque 15 ans, et puis quand on a commencé à comprendre ces problèmes d'épigénétique, on a compris qu'il avait eu un trait de génie en faisant ça. Deuxième chose, c'est la recombinaison génétique. Là, quand on passe d'une génération à l'autre, le père et la mère vont donner 50% de leur patrimoine génétique aux descendants. Donc on est en train de recréer de nouvelles combinaisons. Donc il y a deux niveaux de brassage. Donc ici on a par exemple la mère, ici le père. Donc ici on va voir les gamètes. Donc vous voyez, on va avoir, là il y a 4 chromosomes, il n'y a plus que 2 chromosomes avec différents génomes. Ici pareil chez le père. Et tout ça va se recombiner. Donc ça c'est le brassage interchromosomique. Au niveau de chaque chromosome, donc un chromosome, si vous voulez, quand les cellules se divisent,
l'ADN va se condenser en plusieurs chromosomes, 12 chaînes par exemple. Et là, il peut y avoir des échanges de morceaux de génome entre les deux chromosomes homologues, entre celui qui a été donné par le père et par la mère. Donc on est en train de recréer une nouvelle diversité génétique, et c'est un brassage intrachromosomique. Donc vous, vos parents vous ont légué c'est leur chromosome, et vous avez eu 2,7 croisements comme ceci, qui s'appellent des crossing over. Donc 2,7 en moyenne. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on peut observer dans la nature. Il y a des petits-enfants, donc j'ai censuré, et voilà. Alors, maintenant, on va passer à un autre processus évolutif, la mutation. Donc vous avez ici l'ADN avec les 4 bases, avec les 4 lettres que vous avez dans cette spirale, et en passant d'une génération à l'autre ou en se divisant les cellules, il peut y avoir des erreurs dans la copie de l'ADN, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, le G a été converti en A. Et donc là, c'est une mutation. Alors, il y a différents types de mutations. Là, c'est ce qui s'appelle une mutation ponctuelle, mais ça peut être des morceaux complets d'ADN. C'est un phénomène rare, avec une probabilité de 1 million à 1 milliard par génération. C'est dû au hasard, on peut le provoquer par mutagénèse, avec des produits toxiques, donc qui sont cancérigènes, ou par exemple par la radioactivité. C'est le seul moteur primaire de création de la biodiversité. Donc c'est quelque chose de très rare, mais c'est le seul moteur primaire. Donc c'est important à retenir. Alors maintenant, on va passer au flux de gènes, donc avec les phénomènes de flux de gènes et de migration. Donc les flux de gènes, c'est les échanges de gènes entre individus. C'est comment les individus vont s'apparier pour former leur descendance. Donc on va tenir compte de la dispersion des graines, du pollen aussi, et puis aussi chez les plantes, la multiplication végétative. Donc si on regarde la dispersion, on a la dispersion totale, et ben, c'est la dispersion au pollen, mais la moitié, parce que dans le pollen c'est haploïde, vous avez vu, là, le nombre de chromosomes a été réduit par 2. C'est la dispersion des graines qui est efficace, donc là, il y a eu la fécondation, donc on a un génome complet, plus la dispersion végétative. Donc on va voir ces 3 composantes. Alors au niveau de dispersion du pollen, eh ben, il peut y avoir de l'anémophilie, donc c'est un transport par le vent, donc c'est par exemple ici, donc chez les chênes, le hêtre, le pin, les sapins, épicéas, charmes, il y a beaucoup d'espèces qui sont anémophiles. Deuxième grand type de dispersion chez nos arbres, c'est l'entomophilie, donc dispersion du pollen par les insectes. Ici, c'est un téléphore brun qui est en train de disperser du pollen de châtaignier. Si vous voulez, il y a 6 ans qu'on a découvert que le châtaignier était strictement entomophile. C'est la thèse de Clément Larue. Donc, si vous voulez, ça montre qu'on ne connaît pas encore bien nos arbres. Pour tout le monde, avant, c'était anémophile, il y avait peut-être des insectes, mais c'est tout. Après ça, il y a d'autres mécanismes de dispersion du pollen. Ça peut être l'eau, par exemple les austères. Donc, c'est des plantes à fleurs qui vivent dans les océans. Ça fait des espèces de petites bandes. Il y en a par exemple dans le bassin d'Arcachon. Les chiroptères, donc les chauves-souris, dans les figuiers tropicaux. Les oiseaux, comme les colibris, qui sont de très bons pollinisateurs. Alors, cette diapo n'est pas à la bonne endroit. C'était simplement pour vous illustrer un mutant. Donc, ici, c'est un chêne. Et donc, vous voyez, là, c'est une mutation dite somatique, donc sur l'arbre. Et ici, vous voyez, c'est le même individu, mais avec deux phénologies complètement différentes. D'ailleurs, ma fille a joué sous cet arbre-là, c'est à Biélowieza. Donc c'est dans l'est de la Pologne où j'ai vu cet arbre. Cet arbre maintenant est très étudié parce qu'on a une mutation sûre. Alors,
Il y a eu un problème d'échange dans les positions de diapo. Bon. Alors, on va revenir donc, sur ces histoires de flux de gènes. Alors, si vous voulez, les flux de gènes, c'est souvent compris à l'intérieur d'une population, et les migrations, c'est des échanges entre populations. Alors ici, donc on revient à la dispersion du pollen. Je suis désolé, il y a eu un mélange là. Alors c'est peut-être moi qui ai envoyé. Bon, c'est pas bien grave. Alors ici, par exemple, on va voir la dispersion du pollen avec le pin. Là, c'est au printemps, sur une petite flaque d'eau. On voit cette masse de pollen parce qu'on est dans de l'anémophilie. Et là, au contraire, on a de la dispersion par les insectes. Et dans ce cas-là, on a des jolies fleurs pour attirer les insectes. Et d'ailleurs, on commence à parler de plus en plus de la sensibilité des arbres, des plantes. Une fleur entend le son. Et c'est les mêmes gènes que les gènes qui codent notre oreille interne, d'ailleurs. Et ça lui permet de repérer l'arrivée d'un pollinisateur. Beaucoup de plantes sont capables de reconnaître le pollinisateur et de produire notamment du nectar en quantité abondante si c'est un pollinisateur favorable. Donc c'est un petit aparté sur la sensibilité des plantes. Alors, si on regarde la dispersion des pollens et des graines, on voit que chez les insectes, chez les arbres, il y a des dispersions extrêmement efficaces. Donc là, par exemple, c'est des dispersions de pollen que j'ai faites en début de ma carrière dans un peuplement de chênes dans la Picardie. Donc ici, on a 200 mètres. Alors je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'il a fallu travailler sur tous les arbres de la parcelle, donc c'est un travail de fou. Et on s'aperçoit qu'on a une courbe très très plate et que la probabilité de fécondation, de pollinisation est très faible. On est à moins de 10% quand on est juste sur l'arbre voisin. Donc si vous voulez, ça va très très loin. Et après ça, on a eu une surprise, c'est que dans le centre de la parcelle, 64% du pollen, donc une parcelle de 5 hectares, venait de l'extérieur de la parcelle. Donc ça vous montre que ça se disperse très très bien chez les arbres. Alors après ça, on a vu des différences encore plus subtiles, que le chêne pédonculé, qui est pionnier, se disperse encore mieux. Alors on a quelques cas extrêmes où la dispersion se fait mal, comme par exemple dans les hêtres de la vallée du Ciron, qui est une haie très très étonnante. C'est la plus vieille forêt d'Europe, et c'est le seul cas de la planète où on a un refuge glaciaire où l'espèce forestière est toujours présente. On a même, en forêt tropicale, on n'a même pas ça. Alors, on va passer maintenant à la dispersion des graines, c'est la zoochorie. Donc il y a différents modes de dispersion des graines. Donc il y a la zoochorie, donc quand c'est les animaux. Donc les animaux ont plusieurs modes de dispersion. L'endozoochorie, donc on avale la graine, et puis quand on fait ses besoins plus loin, on la rejette, on a débarrassé la pulpe, on lève la germination. L'ectozoochorie, donc vous le faites quand vous avez du graton, donc c'est les graines qui s'attachent sur vos vêtements, sur les poils des animaux. La dispersion avec stockage, donc ça c'est le cas du jet. Donc ça c'est toutes les zoochories. Après ça, vous avez l'anémochorie, donc là il manque le A. L'anémochorie, c'est la dispersion par le vent. Par exemple, petit, vous avez peut-être joué à l'hélicoptère avec les graines de l'érable. La myrméchorie, dispersion par les fourmis. L'autochorie, donc ça, c'est quand il y a des systèmes qui permettent de propulser les graines, et puis la gravité. Donc on s'aperçoit ici, on a les différentes formes de dispersion, et ici les distances. On s'aperçoit que la zoochorie est très très efficace, l'anémochorie moins, et puis alors myrméchorie, on ne va pas très loin, c'est en quelques centimètres. Autochorie, c'est pareil. Et la gravité, ben, ce n'est pas très efficace en dispersion. Donc la zoochorie est quelque chose de très très important dans la dispersion des graines. Et on verra tout à l'heure dans les activités à faire pour maintenir ces systèmes-là. Donc ici, on a un exemple
d'anémochorie avec l'érable aubier, ici d'endozoochorie avec la fauvette à tête noire. Alors c'est une femelle, c'est pour ça qu'elle n'a pas la tête noire, avec le sureau. Là, c'est l'ectozoochorie, c'est le gaillet-gratron avec ses crochets qui va s'accrocher sur les poils. Et ici, on a un exemple de dispersion par l'eau. Ici, c'est la Loire. Et on voit des graines de peuplier noir qui flottent et qui vont être dispersées par l'eau. Donc là, c'est l'hydrochorie. Alors, cette dispersion, eh ben, on voit que les arbres sont aussi très efficaces dans la dispersion. Donc ici, on a la hauteur maximale de la plante et ici, différentes distances de dispersion. Donc la dispersion maximale et la dispersion moyenne. Et plus une plante est grande, plus elle disperse loin ses graines. Donc les arbres, ils sont les grands gagnants de cette grande loi de la dispersion. Après ça, quand on regarde la dispersion distance de dispersion des chênes, on voit qu'on va avoir des dispersions qui vont très loin. Vous voyez ici, on a le nombre de plantules à partir d'arbres isolés et les distances à laquelle on va le voir. Et donc vous voyez, on retrouve des plantules jusqu'à 2 km des chênes sans aucun problème. Donc, si vous voulez, c'est quand même très efficace pour une graine lourde à déplacer. Donc, évidemment, c'est notre copain le G qui fait ce travail. Alors, si on regarde les différentes études, on voit que, par exemple, pour le chêne pédonculé, Schuster a trouvé des dispersions jusqu'à 11 km. Alors, il avait quand même eu des difficultés à l'époque parce qu'il était obligé de suivre ses oiseaux avec son vélo. Et donc, à chaque fois, c'était plus de 20 km à faire quand il avait sur les traits longues. Et donc, il ratait régulièrement des individus. Donc, on voit que pour tous les chênes, partout dans le monde, on a des dispersions élevées avec les oiseaux. Or que les petits mammifères, par exemple les rongeurs, on est entre 0 et moins de 40 mètres pour différentes espèces. Donc vous voyez, les oiseaux sont très efficaces. Et chez nous, c'est sans doute le corbeau-freux, le meilleur disperseur des graines sur des grandes distances. Là, c'est un travail qui est à faire parce que ça a été très très peu étudié. Il n'y a que quelques études au Pays de Galles dans les années 50 à ce niveau-là. Alors, si on regarde l'endozoochorie, cet animal-là, c'est un allié formidable du forestier dans la régénération parce qu'il disperse beaucoup de fruits de manière efficace. Et voilà une crotte de renard à l'époque où les meurises sont produites. Et donc on voit là qu'il y a plein de noyaux de meurises et en plus en passant dans le système digestif, ça lève la germination. Donc c'est vraiment, la plante gagne à tous les étages à ce niveau-là. Là, on va observer des régénérations. Donc ça, c'est des travaux que j'ai conduits en Gironde, où ici, on voit un plant qui a été dispersé par le jet. Donc lui, il est tout seul. Et vous voyez, c'est du terrain nu. Et donc ça, c'est une des raisons aussi de l'efficacité du jet, qu'on va revoir tout à l'heure. Et ici, là, c'est de la dispersion par des petits campagnols. C'est le campagnol terrestre, là, dans ce cas-là. Et là, il a fait un gros nid, un gros paquet. Et c'est dans la végétation, donc, si vous voulez, il y a de la compétition intra- et interspécifique dans ce cas. Donc, on va regarder un peu l'impact d'un jet sur la régénération de nos forêts. Eh bien, c'est la première entreprise de reboisement européenne. Toutes les pépinières européennes peuvent se réunir. C'est vraiment des bricolos à côté. Un jet, ça disperse de 5 à 10 000 glands par an. C'est pas mal pour un petit oiseau comme ça. Et ça produit de 2500 à 5000 plants vivants par an. Si vous plantez du chêne pédonculé, vous allez planter à 1100 plants à l'hectare. Si vous plantez du chêne sessile, vous allez jusqu'à 2500 plants hectare. Ce petit machin, il vous fait de 2 à 5 hectares de reboisement tous les ans. Et si
si vous lui foutez la paix, vous avez un couple tous les 5 hectares. Et en plus, chose extraordinaire, il va chercher loin des glands les années où il n'y a pas de glands. Parce qu'il est capable de repérer à plus de 10 km le chêne qui produit des glands et de les ramener dans son territoire. Bon, on est très sympa avec ces animaux. Voilà par exemple quelques disperseurs. Le renard roux, le corbeau freux, le jet des chênes, la grive musicienne, par Andosoochori, le blaireau d'Europe, Andosoochori, la citelle torche-peau, qui elle cache des graines, l'ours brun, qui est un disperseur incroyable. Cette photo, c'est un souvenir de vacances, hein, j'ai pris. Et bien si on regarde, ben, ça c'était vraiment des sales bêtes à poules. Donc on le met dans les classes des essodes, donc on a le droit de les chasser toute l'année, de les détruire, de les piéger, etc. Donc c'est un essode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc sale bête à poule. Pardon? Non, lui il est maintenant gibier, mais avec un système dérogatoire qui permet de le déterrer au printemps. Donc ça, c'est des espèces gibier. Ah, super, une espèce protégée. Et puis lui, ben, il y a aussi beaucoup des disperseurs de graines qui sont en mauvais état. Et si vous n'aviez pas l'ours, eh ben, on ne mangerait pas des bonnes pommes craquantes, sucrées, parce que c'est lui qui a sélectionné notre premier domestique, Malus sylviarsi, à l'origine. Ça, c'est encore une autre histoire à vous raconter. Alors, après ça, ben, ces histoires de migration, on les retrouve. Ici, c'est une étude qu'on appelle cytogrid, où on a étudié des chênaies tous les 50 km, des fois tous les 25 km, un peu sur toute l'Europe. Et les couleurs indiquent les ressources génétiques. Et là, on voit les voies de recolonisation. Et on voit qu'on a différentes voies de recolonisation avec ces couleurs. Vous voyez, j'ai fait des beaux voyages. Hein. Et d'ailleurs, parfois, mes enfants m'ont accompagné dans ces voyages. Donc, ils ont participé à ça. Alors maintenant, dernier point, c'est la dispersion végétative. Donc, il y a différentes possibilités, drageonnage, marconnage, bouturage. Ce n'est pas un système, du point de vue du généticien, efficace. Et en plus, on copie le génotype. Donc, si vous voulez, la multiplication végétative, d'un point de vue génétique, n'est pas intéressante. Alors, si on regarde les points forts de ce point Fugel, on a la dispersion principalement par le vent, les insectes, très efficace en distance, mais on n'a que la moitié du patrimoine dispersé, ce qui réduit l'efficacité de la dispersion du pollen, parce qu'il y a le patrimoine d'un seul parent qui est dispersé. Dispersion par les graines, donc de très nombreux moyens de dispersion, la zoochorie, la némochorie, l'hydrochorie, la gravité, etc. Très efficace en distance, chez les arbres en particulier, si la zoochorie intervient dans le processus. Et le patrimoine génétique des parents est dispersé en plus avec la recombinaison. Donc, on disperse quelque chose, une combinaison génétique nouvelle. Dispersion végétative peu commune chez les arbres, peu efficace en termes de distance, et le génotype est reproduit à l'identique. Maintenant, on va continuer avec la dérive génétique. Donc là, c'est quand on passe d'une génération à l'autre et que des processus aléatoires vont éliminer de la diversité génétique. On va imaginer un sac de billes de couleurs. Vous prenez dans ce sac de billes, il y a beaucoup de couleurs, 100 billes, et bien vous aurez beaucoup de couleurs dans la génération suivante. Si vous prenez que 2 billes, ben vous n'aurez que 2 couleurs. C'est ça la dérive génétique, si vous passez les couleurs des billes à la diversité génétique. Donc il y a deux mécanismes principaux. C'est l'effet de fondation, c'est quand vous amenez un individu à un endroit qui va créer une nouvelle génération. Donc là, on a un bottleneck, c'est l'effet de fondation. Et tout le monde va reconnaître, va ressembler au fondateur. Et le bottleneck, c'est quand le nombre de reproducteurs devient trop faible. Et à ce moment-là, on a une perte de diversité génétique.
de la manière pratique, quand vous êtes en dessous de 2000 reproducteurs, vous êtes dans un système de bottleneck. Je suis issu d'un bottleneck, vous êtes issu d'un bottleneck, parce qu'à un moment, l'humanité, c'était pas Adam et Ève, mais il y avait 1920 reproducteurs. Donc, on est passé par un bottleneck. Alors, chez les arbres, on a quelques espèces fortement impactées par la dérive génétique. On a le pin-pignon et, par exemple, dans les espèces introduites, le chêne rouge. Alors, globalement, les arbres sont peu sensibles à ce problème-là parce qu'il y a une dispersion très forte. Mais on a des cas, donc des cas historiques avec le pin-pignon. Donc, ça remonte à la glaciation, peut-être avant ce bottleneck. Le chêne rouge, là, c'est l'homme. Et puis, on a quelques exemples aussi dans des petites populations de hêtres autour de Madrid. Alors, ce sont les allèles rares qui sont perdus en premier. Ça, c'est vraiment des problèmes de statistiques. Alors, si on prend le cas du pin-pignon que l'on voit ici, on voit différentes populations et on voit la fréquence des différents gènes. Donc, vous voyez, par exemple, au Liban, on a quelques cas où on a plusieurs allèles présents. Il y a un peu de diversité génétique. 2 cas en Espagne, mais vous voyez, c'est une diversité très faible. Et partout ailleurs, c'est que du jaune. Donc, on a perdu toute la diversité génétique chez cet arbre. C'est encéphalogramme plat. Donc, un petit problème pour évoluer et s'adapter dans l'avenir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cet arbre survit, mais il a une très très grande plasticité. Donc, ce qui lui permet de survivre. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques des arbres. Alors, le bottleneck, le premier bottleneck bien décrit, c'est chez le guépard. Et là, c'est un jeu pour les enfants en Namibie pour expliquer ce que c'est que de la génétique et un bottleneck chez les enfants. Donc, si vous voulez, le jeu, c'est quand il y a des groupes d'enfants, ils viennent on leur donne des casquettes de toutes les couleurs et on les fait passer ici. Là, il n'y a pas cet entonnoir. Et là, on les fait passer sur un temps limité avec cet entonnoir. Et on compte le nombre de couleurs de casquettes qu'il y a de côté. Voilà le jeu. Et donc, ça, c'était une explication pédagogique de la génétique. Donc, vous voyez, même avec la génétique, on peut faire des jeux d'enfants. Alors, maintenant, on va arriver à un des processus que tout le monde parle, où il y a beaucoup de fake news. C'est les sélections naturelles. Alors déjà, je ne parle pas de la sélection naturelle. C'est bien au pluriel, c'est pas, j'insiste fort. La sélection naturelle, c'est un mécanisme moteur de l'évolution des espèces. Darwin a compris que c'était, dès le départ, que c'était un facteur important. Et c'est si vous voulez, ça ne fonctionne pas au niveau de l'individu. Je vais revenir là-dessus. C'est l'aptitude des individus à avoir des descendants. Dès qu'on dit que la sélection naturelle retient le meilleur, on est dans une distorsion des connaissances scientifiques. C'est Spencer qui a sorti cette théorie dans les années 1850, c'est au moment de Darwin, et c'est pour faire le darwinisme social et expliquer dans les sociétés libérales qu'on a une structure sociale normale du fait de la sélection. C'est entièrement faux. Le pauvre Darwin, on lui a collé ça aux fesses en appelant ça le darwinisme social, il y est pour rien, et de son temps, il s'était complètement opposé à Spencer en disant que ce n'était pas ça la sélection naturelle. Donc vous voyez comment on peut tordre le bras à des connaissances scientifiques. Donc il faut toujours bien comprendre que la sélection naturelle retient les descendances, pas l'individu. Alors, on va voir différentes sélections. On va prendre la sélection directionnelle. Donc, par exemple, ici, on a le nombre d'individus,
Et ici, par exemple, la hauteur des individus. L'aptitude à produire des descendants augmente quand vous êtes plus grand, donc, parce que vous écrasez vos voisins. Donc la sélection directionnelle, on est tout à fait dans le Spencerisme. Et donc petit à petit, ça va se décaler et la hauteur de la population va augmenter. S'il n'y avait que de la sélection directionnelle, maintenant, depuis qu'il y a des arbres, on devrait avoir des arbres qui ont plusieurs kilomètres de haut. Qui a déjà vu un arbre de plusieurs kilomètres de haut? Vous ne regardez pas la nature ou quoi alors? Eh bien, il peut y avoir d'autres sélections. Par exemple, on peut avoir la sélection homogénéisante. Donc on a toujours cette courbe, et les individus les plus petits et les plus grands peuvent être éliminés. Parce que ceux-là, ils sont plus fragiles, ils sont attaqués plus par les insectes, et ici, ils sont éliminés par la compétition. Donc petit à petit, on va aller, la fitness est quelque part au milieu, maximum, et donc petit à petit, la variance va se réduire, donc on va éliminer les arbres les plus hauts ou les plus petits. Après ça, on peut avoir de la sélection fréquence-dépendance. Donc c'est ce que l'on a ici. Donc c'est le bazar complet. Ou la sélection diversifiante, pardon. La sélection diversifiante, votre avantage, c'est d'être différent de votre voisin. Parce qu'en étant différent de votre voisin génétiquement, vous ne partagez pas les mêmes parasites. Donc vous limitez vos risques pathologiques et de maladies. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir facilement au printemps, on le verra tout à l'heure sur notre photo. Donc ça, c'est la sélection fréquence dépendante. Votre descendance est avantagée parce qu'elle est différente de votre voisin. Alors ici, c'est un autre type de sélection, c'est quand il y a plusieurs pics adaptatifs, et petit à petit, donc là on part de cette population, on va avoir deux groupes de populations. Et par exemple, c'est ce qu'on a chez les chênes. On a une hybridation très très forte chez les chênes, on peut avoir jusqu'à 40% d'hybrides dans les glands dans un peuplement mélangé, et pourtant les populations se maintiennent. C'est parce qu'on a ce type de sélection. Alors, ce qu'il faut retenir, la sélection naturelle ne retient pas le meilleur. Donc ça, on a vu différents exemples. Ce n'est pas l'individu qui est sélectionné, c'est bien sa descendance. C'est l'aptitude d'un individu à avoir une descendance. Il y a de nombreuses formes de sélection naturelle, et c'est un facteur important de différenciation entre les individus, les populations et les espèces. Alors, voilà quelques exemples de sélection. Fréquence dépendante. La relation grive-escargot. L'escargot, vous voyez, a un grand polymorphisme dans ses coquilles. C'est des codages génétiques très simples. Vous voyez une grive, le cerveau, c'est pas très grand une grive, le cerveau c'est juste un petit bout ici. Donc c'est quand même pas performant. Donc la griffe, pour arriver à se repérer, va prélever en priorité la coquille la plus commune. La coquille la plus commune se faisant prédater de manière préférentielle va disparaître au profit d'une autre coquille. Et donc c'est sur cette relation que la sélection fréquence dépendante a été découverte. Et c'est pas quelque chose de récent. Regardez, 1916, ça fait depuis longtemps qu'on sait qu'il y a différents types de sélection. La sélection directionnelle entre populations. Donc là, vous voyez, là, on a vraiment de la sélection directionnelle, où vous avez une population tardive et une population précoce. Voilà un exemple de sélection diversifiante. Vous avez intérêt des différents de votre voisin. Et ça, vous pouvez l'observer très facilement en Dordogne, sur les chênes. Vous avez des individus très précoces, d'autres très tardifs, et toute cette diversité permet de limiter les épidémies. C'est très simple. Et alors ici, sélection disruptive. Voilà un chêne pédonculé, un chêne sessile. Vous voyez une architecture différente, une stratégie différente d'occupation de l'espace. Vous voyez, là c'est un pionnier, donc
vous avez des branches beaucoup plus courtes, bien plus adaptées pour occuper l'espace. Et ici, c'est une espèce adaptée à la compétition. Et donc, on va le plus haut possible. Donc, on a des branches plus aiguës, moins de branches. On essaye moins d'occuper l'espace. Donc ça, c'est la sélection disruptive parce qu'il y a différentes niches écologiques. Donc, les points forts à retenir. Au niveau épigénétique, c'est un front de science. Recombinaison génétique, vive le sexe, c'est créatif. La mutation, c'est le moteur de l'apparition de nouvelles diversités. C'est très rare, mais c'est le facteur primaire de l'évolution. Les flux de gènes et de la migration, il y a différents vecteurs, pollen, graines, propagation végétive, différentes échelles à l'intérieur et entre les peuplements. Ça a des effets de rebrassage de la diversité, ça a un enrichissement de la diversité génétique à l'intérieur d'une population et ça réduit la divergence entre les populations. C'est un enrichissement intra-espèce. La dérive génétique, c'est une perte de la diversité génétique due au hasard, donc ça augmente la différenciation entre les populations. Et la sélection naturelle, là il y a de nombreuses formes de sélection naturelle et ça provoque une différenciation entre individus, population et espèces. Et qu'il faut retenir, c'est que c'est pas l'individu qui évolue. Moi j'ai reçu mon patrimoine génétique, ça ne change pas, c'est la population qui évolue. Ça c'est aussi quelque chose d'important à comprendre en génétique. Alors, on va faire un petit tour sur l'hybridation, parce que là, c'est encore quelque chose qui n'est pas bien compris, pas bien admis. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de généticien, un nombre de fois où des forestiers m'ont dit c'est de la pollution génétique. Non. Les flux de gènes, ce n'est pas de la pollution génétique, et l'hybridation encore moins. Alors, ici, voilà, c'est des feuilles de chêne que j'ai récoltées dans un peuplement. Il y a 4 espèces, mais vous voyez, il y a tous les intermédiaires possibles. Ici, chêne tausin, la chêne sessile, chêne pubescent et chêne pédonculé ici, et puis toutes les formes intermédiaires. Donc, vous voyez, on a beaucoup de variations, et c'est pour vous illustrer qu'il y a l'hybridation. Donc, un complexe d'espèces, c'est un groupe d'espèces distinctes. Donc, c'est bien des espèces distinctes, mais qui échangent des gènes, et c'est une stratégie évolutivement stable. Donc c'est quelque chose d'important. Si il y avait un effet dépressif, par exemple à l'hybridation, à cette gestion de gènes, en 2-3 générations, il y a des systèmes d'isolement qui se mettent en place et ça disparaît. J'ai fait une thèse sur des colonisations de milieux très difficiles et en très peu de générations, une espèce de plante s'isolait des populations voisines pour arriver à conserver des caractères adaptatifs à des conditions extrêmes. C'est quelque chose de très commun chez les arbres forestiers. On a les chênes, alors, on a 2 groupes, les chênes blancs que l'on a ici, mais aussi tout le groupe des chênes chevelus, donc où il y a le chêne vert, chêne liège, etc. Les érables, les tilleuls, les bouleaux, les alisiers, pins sylvestres, pins accrochés, les pins noirs, pins blancs, les saules, etc. Donc c'est quelque chose de très commun, le complexe d'espèces chez les arbres. Et donc l'hybridation. Si on prend le cas des chênes, donc là c'est le travail d'un jeune scientifique, Olivier Lepay, et il a étudié toute une série de populations de chênes. Il a pu identifier les individus purs taxonomiquement, et ici toutes les combinaisons d'hybrides, donc ici pédonculés, sessiles, pubescents, tausins, et donc il a trouvé toutes les combinaisons d'hybrides possibles, et dans la nature, il a trouvé 77% d'espèces pures et 23% d'hybrides. Donc vous voyez, les hybrides sont très communs. Ne me demandez pas de reconnaître un hybride sur le terrain, au bout de 30 ans de travail, je ne sais toujours pas faire, donc vous voyez, je suis vraiment incompétent dans le domaine. Alors, encore plus surprenant sur les chênes, donc ici on remonte dans le temps, donc ici le temps présent, et ici on remonte jusqu'à 12 millions d'années, et on regarde comment les chênes blancs se sont séparés. Donc il y a 12 millions d'années, entre 7 et 12 millions, le chêne pédonculé s'est séparé d'une autre espèce
Ensuite, il y a une séparation entre le futur chêne sessile et le chêne tausin. Et plus tardivement, entre 5 et 9 millions d'années, on a le chêne pubescent. Et ces espèces ont vécu toutes seules, génétiquement, pas de problème, pendant plusieurs millions d'années. Et lors de la dernière recolonisation post-glaciaire, ils se sont mis à s'hybrider. Et chose extraordinaire, c'est la première fois où les chênes, en Europe, ont été une essence majeure. Donc, maintenant, on a bien décortiqué ce qui s'est passé. Le chêne pédonculé a recolonisé l'Europe en tant que pionnier, dispersé par les corvidés. Merci les Essodes. Le chêne sessile s'hybride avec le pédonculé, et donc il a recolonisé l'Europe uniquement par le pollen. Vous n'avez pas une graine de chêne sessile qui a recolonisé l'Europe. Et le chêne ressuscite, et donc je propose que Pâques devienne la fête de la Sainte Cécile. Alors, il y a d'autres exemples. Ici, par exemple, on a tous les sapins, donc une espèce, le sapin blanc, le sapin pectiné, commun, mais il y a des espèces méditerranéennes. Et dans tous les cas, dans les zones de contact, on a des hybridations. Ici, en Grèce, on a le sapin de Céphalonie, qui est une espèce méditerranéenne. Et ici, on a une forme hybride, qui est le sapin du roi Boris. Donc, si vous voulez, là, on a encore un autre exemple d'hybridation tout à fait normale, naturelle, et faisant partie des processus évolutifs. On a aussi le chêne chevelu, qui vient d'une hybridation entre le chêne liège et le chêne chevelu. Donc, il y a dedans une espèce stable, et qui est une espèce en voie de disparition. Actuellement, il ne reste plus que 60 individus en France, alors que c'est une espèce thermophile très intéressante, et 1100 individus en Italie, et tous les individus sont dispersés. En France, il n'y a que 2 individus dans une zone protégée. Autre complexe d'espèces, c'est le peuplier, avec le peuplier grisard, qui est un hybride entre le peuplier blanc et le peuplier tremble. Maintenant, on va arriver sur quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec la génétique et qu'est-ce qu'on peut faire dans nos forêts? Alors, on a des crises écologiques, le climat bouge, l'environnement bouge très rapidement, donc il va falloir faire tourner la machine évolutive à fond. Il va falloir mettre l'accélérateur à fond là-dessus. Les structures génétiques adaptées au futur n'existent pas, mais la diversité génétique est là. Donc il faut arriver à créer une diversité qui permettra d'affronter le futur. Donc les forestiers et les conservateurs de réserve ont des moyens pour agir, et on va voir. Donc là on voit la diversité génétique, tous les facteurs d'évolution, et on va les passer en revue. Donc l'épigénétique, là on est dans un front de science, il y a quelques idées là-dessus. Ça serait par exemple de faire des vergers à graines dans des zones plus au sud, avec une ressource locale. Par exemple, on prend des chênes sessiles de Dordogne, on les plante en Bretagne, au Portugal, un endroit plus chaud, plus sec, et ça sera notre source de graines. Donc on a bien une ressource génétique locale, mais qui aura vécu au début dans un climat qui est potentiellement du futur. Donc ça peut être la création de vergers à graines, et puis ça peut être la migration assistée. Donc c'est ramener des graines de populations qui viennent de plus au sud, donc qui ont été prélevées dans des peuplements plus au sud. Alors la mutation, là, un arbre maintenant, on sait que c'est une mosaïque génétique, les variabilités sont très faibles, mais que là-dedans, il y a quelques cas éventuellement de mutants qui peuvent être intéressants. Donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que l'ensemble du houppier de l'arbre participe à la régénération. Et si on repère des anomalies génétiques, comme ici, essayer de les conserver. Alors, au niveau de la recombinaison génétique, donc si vous vous rappelez, c'est l'événement de reproduction qui rebrasse le tout, on a intérêt à réduire l'âge de reproduction des arbres
pour avoir des événements de recombinaison de plus en plus rapides. Alors, c'est pas trivial à mettre en place, c'est compliqué parce que, si vous voulez, les forêts plus vieilles supportent mieux les stress climatiques et hébergent une biodiversité très différente. Donc, si on veut commencer à faire ce genre de travail, il va falloir que l'on fasse une forêt mosaïque avec des zones où on a des révolutions, donc des âges de reproduction jeunes, et des zones où on a des âges de reproduction vieilles, mais là pour la biodiversité associée aux arbres anciens. Alors, au niveau des flux de gènes, c'est une priorité très forte. Donc, il faut essayer de maintenir les flux de gènes à toutes les échelles spatiales, à tous les niveaux génétiques, maintenir les disperseurs, et ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de la régénération naturelle, mais aussi des éclaircies. Alors, il faut aussi favoriser les peuplements mélangés, notamment un mélange d'espèces d'un même complexe d'espèces. Parce qu'on a vu que c'était quelque chose d'important. Une espèce, en s'hybridant avec l'autre, a accès à un autre compartiment génétique, d'autres caractères adaptatifs. Donc on a une possibilité d'avoir des recombinaisons importantes. Alors, si on regarde le problème de la continuité écologique, donc ici, la couleur, c'est la taille des espaces naturels. Quand on est en rouge, c'est très petit, quand on est en vert sombre, c'est très grand. Et bien, on s'aperçoit que la Dordogne, c'est une situation pas si bonne que ça, intermédiaire, hein, mais bon, c'est pas aussi catastrophique que la région toulousaine ou les Hauts-de-France, mais on a une nature très fragmentée. Donc là, ça veut dire qu'il faut conserver et restaurer les corridors écologiques. Donc c'est planter des haies, c'est replanter des bosquets, replanter des arbres intermédiaires entre les forêts. Il faut reconnecter les forêts. Après ça, ben, il y a le problème des disperseurs de graines et de pollen. Alors, si on regarde ici le déclin, par exemple, des insectes, ben, on s'aperçoit que les espèces très fortement impliquées dans la pollinisation, la dispersion du pollen, sont ceux qui ont été les plus frappés par l'effondrement des populations d'insectes en Europe, y compris dans les zones protégées. Donc là, il y a tout un travail à faire de restauration des populations d'insectes, plus d'insecticides, recomplexifier les paysages avec des haies, des bandes enherbées, etc. Et au niveau des disperseurs de graines, eh bien, qu'on ait quand même un regard un peu différent sur ces animaux qui ont été classés dans les ESOD et qui ont un rôle très, très important dans la dispersion des graines. Et on verra que c'est quelque chose d'important. Donc, alors, là, c'est une étude de 2022 qui montre l'impact de la dispersion des graines. Alors là, c'est l'impact finalement de la... Donc ici, on a une carte du monde sur la perte de la dispersion à longue distance. Donc, ce qui est quelque chose de très important dans les flux de gènes, les possibilités d'avoir des nouvelles combinaisons de gènes. Donc, plus on est dans le rouge, plus on a perdu cette aptitude. Et là, plus on est dans le bleu, plus on a gagné en dispersion. Alors ça, c'est la situation qu'on devrait avoir sur la planète si on n'avait pas massacré la faune, notamment des disperseurs. Et voilà ce qui est observé actuellement. Et vous voyez, en Europe, on est dans le rouge. Ça veut dire que, à partir de cette étude, les capacités d'adaptation de nos forêts au changement climatique ont été baissées de 60%. 60%. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur cet aspect de la perte des disperseurs de graines. Alors, après ça, il va falloir donc travailler sur les disperseurs et travailler sur aussi la restauration des trappes vertes
à l'échelle du paysage. Il va falloir replanter, restaurer tous ces corridors qui existaient et que sur tous nos aménagements linéaires, il y ait des possibilités de traverser pour la faune et la flore. On oublie, on pense passage à gibier, d'ailleurs, ce qui est déjà très ciblé, et on ne pense pas que ça permet à ces corridors sur les autoroutes à la faune de passer. Alors, après ça, il y a la migration assistée. Donc là, c'est tout un travail qui est conduit par notamment l'ONF. Donc c'est faire venir des espèces ou des ressources génétiques de zones plus sèches, plus sèches et plus chaudes. Donc là, il y a tout un travail sur le choix des essences, des provenances. Alors, il ne faut surtout pas dire que planter de l'eucalyptus, c'est la migration assistée. Non, ça c'est l'introduction, ça pose un tas de problèmes, notamment des invasions biologiques. Donc il faut impérativement que l'on introduise des espèces ou des ressources génétiques qui ont coévolué avec notre faune et notre flore, pour que toutes les régulations se mettent en place immédiatement. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc il va falloir s'adresser sur toute notre flore qui est autour du bassin méditerranéen. Donc, après ça, il va falloir avoir des itinéraires sylvicoles et de récolte et de gestion de la diversité génétique importantes, si on rentre dans ce processus, pour ne pas mettre les espèces dans des impasses évolutives. Si vous créez les bottlenecks trop violents, vous allez avoir des échecs à long terme. Alors, on a de la ressource génétique. Prenons le cas des chênes en Europe. Eh bien, on a quand même 28 espèces de chênes. En rouge, ce sont toutes les espèces thermophiles, et en vert, celles qui ne sont pas franchement thermophiles, mais qui ont des populations thermophiles. Sur les 28 espèces, on a 26 espèces thermophiles. On a l'image des espèces méditerranéennes très dégradées. On a l'impression que c'est des buissons. Non, dans les espèces thermophiles, vous avez des chênes qui donnent des gros arbres, par exemple le chêne des volcans ou chêne Casnac, le chêne de Hongrie, etc. Le chêne chevelu, c'est des gros arbres. C'est des arbres qui atteignent 40 mètres. Après ça, le chêne vert, on a l'image du buisson des forêts méditerranéennes très dégradées. Si vous le laissez pousser dans une station, dans une forêt qui n'est pas dégradée écologiquement, c'est un arbre qui est capable de faire 35 mètres de haut, de gros troncs. Si un jour vous allez à Viterbo en Italie, vous verrez des chênes verts magnifiques. Si vous allez en Croatie à Plitvice, vous verrez des chênes verts extraordinaires, comme nos très beaux chênes. Alors, au niveau génétique, de la génétique, là, c'est une priorité très forte. Donc là, il faut faire attention au nombre de reproducteurs. Donc ça veut dire que quand on engage une régénération naturelle, il faut que le nombre de reproducteurs soit suffisamment élevé pour ne pas avoir de perte de la diversité génétique. Et quand on fait des récoltes de graines pour un reboisement, c'est pas récolter sous un seul semencier. C'est récolter sous un grand nombre de semenciers et bien mélanger les graines. Au niveau de la sélection, là, il y a plusieurs stratégies. C'est augmenter la sélection naturelle. Et là, il faut faire monter les densités des semis, par exemple. Et donc là, on va avoir une sélection plus intense. Et si vous faites monter ça, pour avoir des semis plus denses, il va falloir limiter des animaux comme les petits campagnols, qui sont quand même un gros facteur de réduction des densités des semis, même d'échecs de régénération naturelle. Dans certaines zones du nord-est de la France, les campagnols font plus de dégâts que les chevreuils et les cerfs, pourtant sujet très polémique. Et pour limiter les campagnols, qui peut nous aider? Oui? Le renard. Le renard, entre autres, les essodes. Donc on revient de nouveau à cette problématique qui est porter un regard différent sur la faune. Après ça, au niveau de la sélection,
ben, il y a des stratégies de sylviculture où on va garder des dominants et des codominants. Il y a un travail à faire au niveau des régénérations artificielles, des plantations, sur la qualité des récoltes, sur le tri des plants, sur le choix des matériels forestiers de reboisement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va conduire tout au long de la vie du peuplement. Donc, on arrive à la dernière diapositive. Donc, ben ici, on a tous les facteurs d'évolution. Donc, on a la recombinaison génétique, donc ça va être raccourcir la révolution. L'épigénétique, ben, l'idée, c'est d'avoir des sources de graines dans des conditions plus chaudes. Les flux de gènes et l'immigration, ben, c'est restaurer et conserver les pollinisateurs, les disséminateurs de graines, restaurer et conserver les continuités écologiques, maintien des complexes d'espèces, et dans la stratégie des choix des matériels forestiers de reboisement. La dérive génétique, eh ben, on va faire attention au nombre de semenciers qui participent à la régénération naturelle ou à la plantation. Et puis, pour contrer la dérive génétique, ben, c'est favoriser la migration. Au niveau des sélections, ben, la sélection, c'est la densité de la génération naturelle et puis le choix des semenciers avec des consignes de martelage au niveau des récoltes des graines et des tri des plants. Et au niveau de la mutation, c'est régénérer et récolter sur l'ensemble du houppier. Donc vous voyez, on a tout un panel d'actions, à nous de les mettre en place, ou au moins que les gestionnaires d'espaces naturels mettent en place ces stratégies. Donc la conclusion de mon exposé, camarades forestiers, une seule solution, l'évolution.